Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir 6 histoires d'horreur qui se passent durant les vacances d'été. Préparez-vous à ce voyage terrifiant. Voici l'histoire 1, la femme au bureau. Pendant des années, j'ai travaillé dans un immeuble de bureau du centre-ville, pour une entreprise de presse et de journalisme en ligne. En tant que développeur web, mon travail était simple, m'assurer que les articles étaient publiés correctement, maintenir la stabilité du site et le garder en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avions généralement un employé de nuit, mais quand il a démissionné, j'ai été propulsé à ce poste jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant. Au début, ça ne me dérangeait pas. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire ? Mais j'ai vite compris que c'était terrible. Seul dans le bâtiment, sans personne à qui parler et peu de choses à faire, je me suis retrouvé coincé dans un vaste bureau vide. Une nuit, j'avais un petit projet pour m'occuper. Ajouter une page au site web. Une fois terminé, j'étais de retour à contempler le vide. Pour rompre la monotonie, je me suis fait un café et j'ai décidé d'explorer le bâtiment. Je n'avais jamais été sur les autres étages, ni dans d'autres pièces, alors la curiosité et l'ennui se sont combinés. Je suis entré dans la cage d'escalier et j'ai grimpé jusqu'au dernier étage. Toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception de celle du couloir. J'ai jeté un coup d'œil dans quelques pièces, mais rien n'était intéressant. Me retournant pour retourner vers la cage d'escalier, j'entendis un bruit venant d'en bas, une porte qui grinçait en s'ouvrant. Sachant que j'étais seul, un frisson me parcourut. J'essayais de rationaliser, me disant que c'était probablement juste un tuyau ou le bâtiment qui craquait. En redescendant au 3e étage, je me dirigeais vers mon bureau quand quelque chose attira mon attention. La porte d'une des pièces était ouverte. Je ne pouvais me défaire de l'impression que toutes les portes avaient été fermées, bien que je ne puisse être certain que mon esprit ne me jouait pas des tours. Quelque chose clochait. Je me suis dirigé vers la porte ouverte et j'ai regardé à l'intérieur de la pièce. C'était un grand bureau semblable au mien, avec des rangées de box. Toutes les lumières étaient éteintes, ne laissant qu'une mince ligne de clarté provenant du couloir. « Allô ? Il y a quelqu'un là-dedans » ai-je crié, mais seul un écho m'a répondu. Un nouveau frisson m'a parcouru l'échine. J'ai fermé la porte et je me suis replié dans mon bureau, avalant mon café d'un trait et me frottant les yeux. Je vérifiai l'heure, il était un peu plus de 2 heures du matin. Encore quelques heures à tenir. Je fis défiler mes emails, perdant 10 minutes de plus avant de l'entendre à nouveau. Ce même grincement, cette fois provenant clairement de mon étage. Le cœur battant la chamade, je me suis levé et me suis précipité vers la porte menant au couloir. Je l'ai ouverte et j'ai regardé à l'extérieur. Cette même porte de l'autre côté du couloir était à nouveau ouverte. Mon estomac s'est noué et mon corps s'est engourdi. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il n'y avait pas de meilleur moment pour partir que maintenant. Je n'allais pas prendre le risque de regarder autour de moi à nouveau. Je suis entré dans le couloir et j'ai commencé à me précipiter vers les escaliers. Ce faisant, j'ai entendu un bruit de pas derrière moi. J'ai jeté un rapide coup d'œil en arrière. Une femme se tenait dans le couloir, non loin du bureau que je venais de quitter. Elle avait l'air débraillée, avec de longs cheveux noirs emmêlés et de grands yeux vides. Elle semblait complètement folle. Je me suis précipité vers les escaliers, continuant jusqu'au rez-de-chaussée. Pendant un instant, j'ai entendu ses pas derrière moi, mais ensuite, il m'a semblé qu'elle avait arrêté de me poursuivre. Me sentant en sécurité, j'ai appelé la police. Ce qui est dingue, c'est que j'avais les yeux rivés sur la porte de derrière grâce à la caméra du couloir principal et on pouvait voir la porte d'entrée. Mais quand la police est arrivée, ils n'ont pas pu la trouver à l'intérieur du bâtiment. Aucune des portes n'était déverrouillée ou forcée non plus. Comment elle est entrée ou sortie reste un mystère. Pendant les 2 semaines suivantes, l'entreprise a engagé un gardien de sécurité de nuit, mais j'étais toujours terrifié. Chaque soir, je regardais constamment par-dessus mon épaule, pensant que cette femme aurait pu se faufiler à nouveau à l'intérieur. Sans aucune autre information à son sujet, impossible de dire ce qu'elle essayait de faire. Voici l'histoire 2, l'effraction dans l'entrepôt. Cela s'est passé il y a quelques années, lorsque je passais d'un emploi à l'autre, luttant pour trouver quelque chose qui me permettrait de gagner suffisamment pour vivre. J'ai fini par travailler comme agent de sécurité pour un grand entrepôt. C'était assez évident qu'il n'avait été jamais vu de gardien de sécurité auparavant. En gros, ils m'ont dit que mon travail consistait à faire le tour du périmètre, à m'assurer que personne ne s'introduise par effraction et à veiller à ce que rien ne soit volé. Quelques jours après avoir commencé, l'un des employés m'a dit qu'il y avait eu plusieurs cambriolages nocturnes, ce qui expliquait pourquoi il m'avait embauché. J'aurais dû être plus inquiet, mais je me suis dit que c'était simplement parce que personne n'était dans le bâtiment pendant la nuit, donc avec un peu de chance, ma présence résoudrait le problème.
Les 2 premiers mois se sont bien passés. Il ne s'est absolument rien produit. Je n'ai jamais vu personne sur les caméras ni eu aucune rencontre. Compte tenu du salaire et du manque de travail, c'était l'argent le plus facile que j'ai jamais gagné de ma vie. Puis, lors d'une nuit ordinaire, je suis arrivé à 23h ans, je me suis assuré que tous les employés et le personnel étaient repartis, et j'ai verrouillé l'endroit. Je suis allé au bureau de sécurité et j'ai vérifié une seconde fois que les caméras fonctionnaient et qu'il n'y avait pas d'alerte. Mais j'ai rapidement remarqué un signal d'avertissement sur l'une des portes. Cela signifiait qu'elle n'était pas fermée ou verrouillée correctement. Je venais juste de faire le tour et de verrouiller toutes les portes, alors j'étais perplexe. Je me suis levé et j'ai traversé l'entrepôt jusqu'à l'autre côté où se trouvait la supposée porte déverrouillée. Elle était toujours fermée et le verrou semblait être en place, mais après quelques essais, elle s'est ouverte sans difficulté. J'étais vraiment perplexe maintenant. J'ai regardé dehors, mais toute la zone autour de l'entrepôt n'était que des champs vides, et aussi loin que je pouvais voir, il n'y avait personne en vue. Je reportai mon attention sur la porte. Le verrou semblait être en bon état, mais la porte s'ouvrit tout de même après quelques tentatives. J'examinai l'encoche dans la porte où le pêne devait s'insérer et y découvris quelque chose d'étrange. Un petit morceau de bois logé à l'intérieur du trou. Il était coincé d'une manière qui rendait évident que quelqu'un l'avait placé là intentionnellement pour empêcher le verrou de se fermer complètement. N'ayant eu aucune alerte lors de ma garde la nuit précédente, cela avait dû se produire récemment. Je l'ai retiré, me suis assuré que la porte était bien verrouillée cette fois-ci, et j'ai commencé à retourner au bureau de sécurité pour vérifier les caméras. Je n'étais pas certain si un employé l'avait fait plus tôt dans la journée pour une raison quelconque, ou s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Mais en revenant, un sentiment de malaise m'a envahi. Je repensais aux effractions dont on m'avait averti. Tout l'entrepôt était silencieux et sombre, avec seulement les faibles lumières à économie d'énergie allumées, ce qui n'aidait pas à me rassurer. J'ai tourné au coin, sur le point d'atteindre le bureau, quand j'ai vu quelque chose bouger près d'une des étagères de stockage. Je pouvais à peine distinguer quoi que ce soit, mais j'ai discerné la forme de ce que je pense être la tête de quelqu'un regardant autour d'une des boîtes. J'ai rapidement recommencé à marcher, essayant de faire comme si je ne les avais pas vus. Je suis entré dans le bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai immédiatement utilisé le téléphone pour prévenir la police. Ma voix tremblait, j'étais complètement terrifié. J'ai raccroché et me suis reconnecté au système de sécurité. J'ai parcouru chacun des flux vidéo en direct jusqu'à ce que j'arrive à celui du couloir où je me trouvais. J'ai presque physiquement bondi de mon siège quand j'ai vu les images. Il y avait un homme debout, juste de l'autre côté de la porte. La vue depuis la caméra était lointaine, mais il n'y avait aucun doute qu'il tenait une arme à la main. On aurait dit peut-être un grand couteau ou même un petit pistolet. Je restais assis là, terrifié, paniquant tout le temps que j'attendais, pensant que ce type pourrait tirer sur la serrure de la porte pour l'ouvrir. Après quelques minutes, cependant, il recula. Je le suivis sur les caméras alors qu'il se dirigeait vers l'autre côté de l'entrepôt et sortait par la porte que je venais de réparer. Il s'enfuit ensuite en courant dans les champs derrière l'entrepôt. L'entreprise et la police ont collaboré pour mener une enquête, mais rien n'en est jamais ressorti. Bien sûr, j'ai démissionné peu de temps après et j'ai trouvé un emploi beaucoup moins stressant. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi cet homme s'est introduit ni ce qu'il voulait. Je travaille dans un petit magasin de détail. Ça ne devrait surprendre personne d'entendre que je déteste cet endroit. Le travail, les clients, même certains collègues. Mais c'est mon premier emploi et vraiment le seul que j'ai pu décrocher sans expérience. Pendant les vacances d'hiver, mon école était fermée pendant 3 semaines, ce qui signifiait que je n'étais plus obligé de travailler uniquement les fermetures. J'ai parlé à mon responsable qui m'a dit que je pouvais prendre quelques services de nuit si je le souhaitais. J'ai accepté avec plaisir, sachant que je n'aurais pas à gérer les clients et que je pourrais travailler à mon propre rythme la plupart du temps. Je connaissais le responsable de nuit, Chris, et quand je suis arrivé pour mon premier service de nuit, il m'a montré ce qu'il fallait faire et m'a laissé m'en occuper. Il n'y avait que nous deux qui travaillions aux extrémités opposées du magasin. Travailler de nuit était vraiment agréable cependant. Pouvoir travailler tranquillement et même écouter de la musique. Mais il n'a fallu que quelques heures pour que le côté amusant s'estompe. Je commençais vraiment à m'ennuyer et même à avoir un peu sommeil, ne parlant à personne. Il était à peine plus de 1h du matin, alors j'ai fait savoir à Chris que j'allais prendre ma pause de 15 minutes. J'ai attrapé mon déjeuner dans le frigo de la salle de repos, puis j'ai quitté le bâtiment et me suis assis dans ma voiture. J'ai englouti ma nourriture, espérant avoir 10 minutes pour une sieste rapide, mais avant de fermer les yeux, j'ai remarqué quelqu'un debout à côté du bâtiment.
Le parking entier était vide et sombre, seules les lumières de l'intérieur du magasin étaient allumées, il n'y avait donc aucune raison pour que quelqu'un soit ici. Le type regardait par les fenêtres, comme s'il essayait de voir à l'intérieur. C'était tellement bizarre que j'ai senti que je devais rester éveillé pour surveiller ce gars. Il avait l'air d'être un type plutôt grand avec des cheveux courts, portant une veste en cuir sombre et de vieilles bottes. Je l'ai observé pendant le reste de ma pause, une bonne dizaine de minutes, et le gaz est resté dehors, se contentant de regarder à travers les vitrines de notre magasin. Ayant remis l'horloge en place, je suis sorti et j'ai commencé à marcher vers les portes d'entrée. J'avançais rapidement, espérant me faufiler sans que le type n'ait la chance de m'arrêter. Mais avant même que je n'atteigne la moitié du parking, il s'est retourné brusquement et m'a regardé. Ses yeux étaient morts et sans sommeil, et son visage était inexpressif. J'ai continué à marcher, essayant d'atteindre la porte, mais le gars a immédiatement commencé à venir vers moi. Il était peut-être à 3 mètres de moi lorsque je suis arrivé et que j'ai commencé à déverrouiller la porte. Il m'a interpellé alors que je me dépêchais d'entrer et que je verrouillais derrière moi. Je l'ai simplement ignoré, par instinct, sentant qu'il ne tramait rien de bon. C'était peut-être dur de ma part de ne pas au moins voir ce qu'il voulait, mais sur le moment, j'avais vraiment un très mauvais pressentiment à son sujet. Je me suis dirigé vers l'arrière pour utiliser les toilettes, puis je suis revenu sur le sol de vente quelques minutes plus tard. Je voulais me remettre au travail, mais j'étais tenté d'aller vérifier les vitrines de devant pour voir si le type rôdait toujours dehors. Alors je me suis avancé vers l'avant, m'attendant à voir ses yeux effrayants me fixer à travers la vitre, mais il n'était pas là, pas même quelque part sur le parking. J'ai supposé qu'il était parti pour de bon, alors je suis retourné dans l'allée où je travaillais. Encore quelques minutes s'écoulèrent, il devait être 1h30 du matin à présent quand soudain, l'alarme retentit dans tout le bâtiment. J'ai immédiatement su de quoi il s'agissait, c'était la porte de derrière qui se trouvait dans la zone de stockage du bâtiment. Parfois, les managers jetèrent des choses dans la benne à ordures à l'arrière et déclenchaient accidentellement l'alarme. Mais avec seulement Chris qui travaillait, cela semblait vraiment improbable. Je commençais à me diriger vers l'arrière du magasin, mais plus je m'approchais des portes de la réserve, plus un mauvais pressentiment s'insinuait en moi. Si c'était Chris, il aurait sûrement déjà désactivé l'alarme à l'heure qu'il est. Puis j'arrivai à l'arrière et juste avant d'entrer, j'entendis une série de bruits sourds provenant de l'autre côté. J'ouvris rapidement la porte et le bruit cessa. Au bout du long couloir, je pouvais voir la porte de derrière grande ouverte et il n'y avait aucune trace de Chris nulle part. « Chris » ai-je appelé. Il n'a pas répondu, mais à la place, un instant plus tard, une tête a jeté un coup d'œil au coin du couloir à l'autre bout. J'ai tout de suite reconnu le regard mort et flippant de cet homme et j'ai senti tout mon corps se crisper. Après avoir hésité, je suis reparti exactement par où j'étais venu, sans m'arrêter pour quoi que ce soit, jusqu'à ce que je sorte et rejoigne ma voiture. J'ai appelé les urgences et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais toujours aucune idée d'où se trouvait Chris. Les flics sont arrivés rapidement, cependant, se précipitant dans le bâtiment et fouillant tout l'endroit. Heureusement, ils ont trouvé Chris sain et sauf. Il s'était enfermé dans le bureau du gérant après que le type soit entré par effraction et l'ait poursuivi. Il a également expliqué les bruits sourds que j'avais entendus, disant que l'homme frappait à la porte du bureau et essayait de la défoncer. Le gars s'est enfui dès que je l'ai fait, il était donc parti avant que les flics ne puissent l'attraper. Nous avons une image floue de son visage provenant des caméras de sécurité, imprimée et accrochée au mur du fond, afin que les autres employés puissent garder un œil sur lui. À notre connaissance, il n'est pas revenu, et on ne peut pas dire ce qu'il essayait de faire cette nuit-là. J'ai juste eu de la chance que mon instinct ait bien fonctionné ce soir-là. Voici l'histoire 4. Le sifflement dans les bois. L'été est de loin la meilleure saison. C'est une conviction pour laquelle je me battrai jusqu'au bout. Mon amour pour l'été ne tourne pas autour des fêtes ou de l'alcool comme on pourrait s'y attendre. Mais la nature, le temps plus chaud et le plein air sont indissociables à mes yeux. Et je vous garantis que lorsque la chaleur s'installe, je passe plus d'heures dehors que dedans. C'était une chaude nuit de mi-juin, il y a quelques étés, quand cela s'est produit. J'avais 17 ou 18 ans à l'époque, pour situer le contexte. Il y a une immense réserve naturelle près de chez moi. Quand je dis immense, je ne plaisante pas. Elle fait près de 400 hectares. Jusqu'à ce jour, je suis certain qu'il y a encore des parties que je n'ai pas explorées. 2 de mes amis et moi avions décidé de passer une nuit à camper dans ces bois. Techniquement, le camping y était strictement interdit et à la limite de l'illégal, mais nous nous sommes dit qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un nous attrape dans cette forêt dense. Il nous suffisait de nous enfoncer le plus profondément possible. Chuck était le fanatique de camping du groupe.
Je vous le dis, ce gamin adorait se déguiser en scout et connaissait probablement près de 100 nœuds différents. Notre autre ami, Jackson, fournissait toujours les boissons. Si nous étions sobres, il était mécontent. C'est comme ça que les choses se passaient quand Jackson était impliqué. Je me souviens de la sensation de la douce brise estivale soufflant dans mes cheveux, tandis que nous chargions la voiture de Jackson à trois. Le temps était idéal, ni trop froid, ni trop chaud. Quelques bières plus tard, nous nous sommes retrouvés à traîner du matériel de camping à travers les bois vers 23h30. Je ne peux pas mentir. Je commençais à sentir l'effet de l'alcool pendant notre marche. Chuck avait toujours avec lui cette lampe torche de qualité professionnelle, donc l'obscurité de la forêt n'était pas vraiment un problème. Même si j'appréciais beaucoup le plein air, traverser des bois denses à cette heure-ci était un peu angoissant, même avec la lampe torche de Chuck à portée de main. Après près d'une demi-heure de marche sans interruption, nous nous sommes retrouvés tous les trois dans une petite clairière plate, un endroit idéal pour installer notre campement. Nous avons monté notre tente selon les instructions de Chuck et installé nos chaises. L'étape suivante était le feu. Chuck a une fois de plus pris les devants, et après quelques minutes supplémentaires, nous avions un feu plutôt convenable. Jackson a plongé la main dans son sac et m'a lancé une autre boisson. Il a ensuite saisi son enceinte JBL et a commencé à diffuser de la musique. L'ambiance était parfaite, et nous avons dû parler et boire pendant au moins 2 bonnes heures. Nous étions tous pas mal éméchés à ce moment-là, et je pouvais voir que les autres gars étaient sur le point de tout ranger pour la nuit. Jackson baissa le volume de la musique et commença à ramasser les canettes de bière abandonnées. C'est alors qu'un sifflement assourdissant perça le silence. J'ai failli bondir de mon siège, passant d'un état d'ivresse à une vigilance extrême en quelques secondes. Je ne sais pas comment le décrire. Le sifflement était anormalement fort, mais semblait toujours lointain. Jackson éteignit rapidement l'enceinte et nous nous sommes assis tous les trois en silence, échangeant des regards inquiets. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. Nous sommes restés figés sur place pendant ce qui semblait une éternité, écoutant attentivement notre environnement, mais il n'y avait rien. C'était presque plus silencieux maintenant que lorsque nous étions arrivés, comme un silence inquiétant. Même pas les bruits habituels de la forêt auxquels on s'attend. J'ai profité de ce moment pour rejouer dans ma tête le souvenir du sifflement. Ce n'était définitivement pas un bruit d'animal. La meilleure façon de le décrire serait un sifflet standard qu'on entendrait dans un stade. Chuck a finalement rompu le silence, nous exhortant doucement à faire nos bagages et à partir. Jackson et moi n'étions cependant pas d'accord avec ce plan. Nous risquions de rencontrer celui qui avait fait ce bruit, ce qui me terrifiait au plus haut point. Il était plus de 3 ans du matin à ce moment-là, et une rencontre aussi tardive ne signifierait que des ennuis. Chuck émit l'hypothèse que celui qui avait fait ce bruit était probablement au courant de notre présence, ce qui était une pensée glaçante. Je ne savais pas quoi faire. D'un côté, rester sur place allait à l'encontre de tous mes instincts de survie. Faire nos bagages et partir à cette heure-ci ne semblait pas non plus être une bien meilleure option, cependant. Nous avons finalement convenu d'attendre que ça passe. J'allais éteindre le feu, mais Chuck m'a mis en garde, disant qu'un feu repousserait tout animal dangereux. C'est seulement à ce moment-là que la véritable gravité de la situation m'a frappé de plein fouet. Nous étions littéralement à des kilomètres de toute civilisation. Il était 3 heures du matin et il y avait une entité inconnue quelque part dans l'obscurité. Une dizaine de minutes supplémentaires s'écoulèrent et nous avions repris notre conversation, mais à un volume bien plus bas, sans musique. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne se sentait en sécurité pour s'endormir pour le moment. Et puis, du coin de l'œil, je l'ai vu. Quelque chose de petit a volé par-dessus l'obscurité de l'épaule de Jackson et a atterri directement dans le feu. C'était un pétard. J'ai hurlé à plein poumon lorsqu'il a commencé à crépiter dans le feu, et Chuck a juré en bondissant de sa chaise et en s'élançant dans l'obscurité. Jackson et moi nous sommes précipités pour le suivre, abandonnant toutes nos affaires derrière nous. Nous avons rattrapé Chuck, dont la lampe de poche balayait frénétiquement les bois, tandis qu'il sprintait comme un fou. Nous avons couru jusqu'à ce que nous ne puissions plus, et Jackson s'est effondré et a vomi. Chuck a éteint la lumière, et tous les trois, nous sommes restés là, haletants, essayant de déterminer si nous étions suivis. À ma grande surprise, il ne semblait pas que quelqu'un nous ait poursuivis. Je ne pense pas avoir jamais eu aussi peur de ma vie. Pourquoi diable quelqu'un aurait-il fait ça ? Il fallait qu'on trouve quoi faire. Jackson voulait simplement qu'on trouve notre chemin hors des bois et qu'on ne revienne jamais, mais Chuck était réticent à l'idée d'abandonner tout son matériel de camping. De plus, il nous a rappelé que le feu était encore actif. J'étais abasourdi. Comment pouvait-il se préoccuper des feux de forêt après ce qui venait de se passer ?
Finalement, j'ai été d'accord avec Chuck sur le fait qu'on devrait au moins vérifier le site. Après tout, personne ne nous avait réellement poursuivis, donc il y avait une légère possibilité que celui qui avait lancé ce pétard ne faisait que jouer une blague cruelle. Chuck était un expert en navigation et fut capable de retracer nos pas. Je pouvais distinguer la lueur du feu alors que nous approchions silencieusement. Cependant, avant que je ne puisse m'avancer davantage, Jackson mit sa main devant moi et pointa du doigt, avec une expression horrifiée sur son visage. Je plissai les yeux pour discerner la scène au loin. Ce que je vis est probablement la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Il y avait 3 personnes assises immobiles, sur nos chaises, comme des statues. Celui dont je pouvais voir le visage semblait sans vie, et sa bouche était grande ouverte. J'avais peur de bouger. Que faisait-il donc ? Pensai-je, réalisant qu'il ne parlait en même pas. Ce n'était pas normal. Nous avons observé pendant encore un petit moment avant de décider de reculer. Nous nous sommes retournés pour partir, mais le pied de Jackson a heurté une pierre, le faisant jurer de frustration. En quelques secondes, la lueur du feu s'est brusquement éteinte, comme si elle avait été recouverte d'une cape. C'était d'une rapidité effrayante. Nous ne sommes pas restés une seconde de plus. Nous avons à nouveau sprinté loin du site, mais cette fois-ci, nous pouvions entendre des pas qui se précipitaient derrière nous. Nous ne nous sommes pas arrêtés cette fois. Nous nous sommes élancés hors des bois et avons couru jusqu'à la voiture de Jackson. Par miracle, nous n'avons pas été suivis. À la sortie des bois, aucun d'entre nous ne parla pendant le trajet du retour, chacun perdu dans ses pensées. Le lendemain, Chuck insista pour que nous retournions sur le site en plein jour afin de récupérer ses affaires. Jackson ne voulait rien avoir à faire avec ça, mais j'acceptai d'accompagner Chuck. Après quelques recherches, nous finîmes par trouver l'endroit, qui semblait pratiquement intact. Du moins, jusqu'à ce que nous nous approchions un peu plus, et que nous remarquions l'odeur putride qui émanait de la tente de Chuck. Il l'ouvrit et nous découvrîmes un rat mort en décomposition. C'était écœurant. Je compris le message et je ne suis plus jamais retourné dans cette réserve depuis. Voici l'histoire 5, le harceleur. Ce problème persistant a commencé il y a environ 1 mois, mais laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. J'ai 24 ans et je vis avec mes parents. Ma famille n'est pas aisée et ne l'a jamais été, et pratiquement tout l'argent que je gagne sert à subvenir aux besoins du foyer. Ma relation avec mes parents n'est pas des meilleures. Nous nous chamaillons assez souvent, et quand je ne travaille pas ou que je ne sors pas avec des amis, j'ai tendance à rester dans mon coin. Je ne veux pas raconter une histoire de malchance ou quoi que ce soit de ce genre, mais j'ai eu une enfance difficile. Le fitness a toujours été mon échappatoire. Je le vois comme un moyen sain de me changer les idées et d'oublier mes fardeaux personnels, tout en me fournissant une bonne excuse pour quitter la maison. Il y a un parc à environ 10 minutes en voiture de chez moi qui dispose d'une installation sportive avec des barres pour les tractions, les dips et d'autres exercices de calisthénie. Pendant les mois d'été, j'aime y aller pour m'entraîner, car la nature aide à apaiser mon esprit. Je préfère y aller la nuit car, s'agissant d'un parc public, il a tendance à être très fréquenté pendant la journée. Alors une nuit, pendant que mes parents se disputaient, j'ai décidé de m'éclipser de la maison pour aller faire de l'exercice. C'était une nuit d'été extrêmement chaude. Probablement 30 degrés, je me souviens d'avoir respiré l'air humide en marchant de mon perron jusqu'à la vieille Corolla blanche cabossée garée dans notre allée. J'ai démarré le moteur branlant et baissé les vitres, laissant la chaude brise estivale souffler dans mes cheveux. Je suis arrivé au parc et je suis sorti de ma voiture. J'étais le seul véhicule sur le parking. Il devait être 22h ou 23h. Le parc était complètement vide à cette heure-ci. Le magnifique paysage se mêlait à l'air moite pour créer une atmosphère apaisante, ce qui est une autre raison pour laquelle j'aime tant ce parc. Il est situé au sommet d'une colline qui surplombe le centre-ville de ma cité, ce qui ajoute toujours des émotions agréables et nostalgiques à mes soirées. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé une série à la barre de traction. Je ne comptais pas vraiment les répétitions quand je m'entraînais, je le faisais simplement jusqu'à l'épuisement, puis je prenais une pause et je recommençais encore quelques fois. C'était quelque part entre mes séries, alors que je faisais une pause pour détendre mes bras avant de retourner à la barre, qu'un sentiment indescriptible s'est emparé de moi. Une pulsion subconsciente m'a forcé à tourner la tête. Debout, littéralement à 30 cm de mon visage, se tenait un homme grand à l'air mal en point. J'ai vraiment crié et j'ai fait un bond d'1,50 m en arrière. Il laissa échapper un rire grivois et tonitruant avant de s'excuser, disant qu'il ne voulait pas m'effrayer. Son apparence et ses manières étaient d'emblée extrêmement excentriques, comme s'il était pratiquement nez à nez avec moi. Il avait manifestement quelque chose qui clochait chez lui.
Je lui ai demandé pourquoi il était si près de moi, et il m'a répondu qu'il vivait ici. Il m'a expliqué qu'il me voyait m'entraîner ici tout le temps et m'a demandé si je pouvais lui apprendre. Maintenant, je suis une personne très peu encline à la confrontation, et particulièrement dans un moment comme celui-là, je voulais vraiment qu'on me laisse tranquille. Je lui ai dit maladroitement mais poliment que j'allais juste faire quelques tractions et partir. J'ai repris la barre et continué ma série. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Il me voit ici tout le temps. Je sentais son regard brûler ma nuque, mais comme je l'ai dit, je suis très peu enclin à la confrontation. Bien qu'il me mette de plus en plus mal à l'aise, je ne savais pas vraiment quoi dire ou faire à ce sujet. Mais ensuite, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Juste au moment où j'allais terminer ma série, je l'ai entendu murmurer mon nom complet. Mon sang s'est instantanément glacé, tandis que je sautais de la barre et reculais lentement. J'ai dit d'une voix tremblante « Quoi ?» Il n'a pas répondu et s'est contenté de me fixer avec ce sourire dément, les yeux écarquillés. J'ai cru que j'avais peut-être des hallucinations auditives. C'était tellement bizarre. J'ai commencé à avoir un terrible pressentiment, comme si quelque chose de grave allait se produire. Sans un mot de plus, je décidai de retourner rapidement à ma voiture et de partir. Je sentais le regard de cet homme me suivre pendant que je battais en retraite, et heureusement, il ne me poursuivit pas. Cependant, avant de quitter le parc, je jetai un dernier coup d'œil et je le vis suspendu à la barre, essayant de faire une traction. Je l'observais alors qu'il saisissait la barre, tentait de se hisser, puis échouait et recommençait, exactement dans la position où je me trouvais auparavant. Je quittai promptement le parc sans me retourner. Durant tout le trajet du retour, je me suis interrogé. Avait-il vraiment prononcé mon nom ? Étais-je en train d'halluciner ? J'ai essayé d'oublier cela et finalement j'y suis parvenu. Je me suis réveillé tôt le lendemain pour aller travailler. Je travaille dans le bâtiment et je dois me lever très tôt, avant mes parents, donc j'ai été le premier à remarquer l'enveloppe sans marque posée devant ma porte d'entrée. Elle m'était adressée. Je l'ai ramassée en me disant que je lirais son contenu dès que j'en aurais l'occasion. C'était une autre journée d'été étouffante et j'ai pris ma pause déjeuner plus tôt pour me rafraîchir. Assis dans ma voiture, en mangeant mon sandwich préparé à l'avance, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé y trouver 10 photos imprimées de moi. Elles avaient toutes été prises à mon insu. L'une me montrait dans ma voiture, une autre au travail, une autre encore en train de faire de l'exercice au parc. Je me suis instantanément souvenu de cet homme flippant de la veille et j'ai commencé à me sentir irrépressiblement nauséeux. J'ai fixé les photos avec incrédulité en les feuilletant une à une. Il y en avait une de ma maison et la pire de toutes était une photo de moi en train de dormir, prise depuis l'extérieur de ma fenêtre. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture tandis que des larmes coulaient sur mes joues. Je me sentais en danger. J'ai dit à mon patron qu'un problème sérieux venait de surgir et que je devais quitter le travail immédiatement. Il n'était pas content de moi, mais je m'en fichais. J'ai pris une photo des clichés et j'ai conduit directement jusqu'au commissariat. J'ai donné les photos à la police et j'ai expliqué ma rencontre au parc. Je leur ai décrit l'homme et ils m'ont dit qu'ils allaient enquêter là-dessus. J'en ai aussi parlé à mes parents et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai réellement obtenu un peu de compassion de leur part. D'autres choses ont commencé à se produire cependant. Quelques nuits plus tard, vers 3 ans du matin, je me suis réveillé à cause de coups frappés à la porte. Je ne l'ai pas ouverte, craignant le pire. Un jour, j'ai trouvé un post-it collé sur la vitre de ma voiture, avec un cœur dessiné au marqueur. Je suis retourné à la police pour signaler cela et ils ont dit qu'ils ouvriraient une enquête pour harcèlement. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de leur part. J'ai supposé qu'il était difficile de monter un dossier sans avoir de preuves concrètes. Cela s'est produit il y a environ 1 mois et je suis sur le qui-vive depuis. Mes parents cherchent une nouvelle maison, ce qui est déjà difficile compte tenu de notre situation financière. Je vous tiendrai au courant si quelque chose d'autre se produit, mais en attendant, je continuerai à dormir d'un œil. Voici l'histoire 6, le cambriolage sur le toit. Cela m'est arrivé l'été dernier quand j'avais 22 ans. Je n'étais pas un gamin très sociable à l'époque. Si jamais je faisais quelque chose de social, c'était parce que mes amis dégénérés avaient réussi d'une manière ou d'une autre à me traîner hors de la maison. C'était l'une de ces soirées... Enfin, ça devait l'être. Mon ami Philippe m'a invité à une soirée chez lui vers 20h. C'était assez spontané, mais je n'avais rien de prévu. Alors j'ai accepté à contre-cœur de l'accompagner. Je savais qu'il allait me casser les pieds si je refusais. Je ne peux même pas mentir, cependant. L'idée d'une fête, même avec des inconnus, semblait plus attrayante que de rester seul. Philippe était à quelques villes de chez moi, donc il était plus logique pour nous de conduire séparément au lieu d'y aller ensemble.
Il m'a donné l'adresse et je me suis mis en route. À la seconde même où j'ai tourné dans la rue, Philippe s'est désisté à la dernière minute. À juste titre, j'étais super frustré. Comment pouvait-il me laisser tomber comme ça ? Me voilà, me sentant comme un parfait idiot devant la maison d'un inconnu, agacé mais déterminé à ne pas gâcher la soirée. J'ai décidé d'entrer. J'ai fait tout ce chemin jusqu'ici, me suis-je dit, autant aller à l'intérieur. J'ai monté les marches du perron et j'ai frappé à la porte. L'hôte Randy m'a accueilli chaleureusement. Il était instantanément sympathique, charismatique et amical sans être un crétin. Il m'a présenté aux autres et les choses étaient en réalité moins gênantes que je ne l'avais anticipé. Les gens étaient vraiment aimables avec moi, malgré le fait qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Il y avait même quelques filles qui avaient attiré mon attention. J'ai décidé de profiter de la fête et de me lâcher sur l'alcool. Il commençait à se faire tard, mais la fête battait encore son plein. Je dois admettre que j'avais peut-être un peu trop forcé sur la boisson. À un moment donné, j'étais tellement nauséeux et étourdi que j'avais besoin d'une pause. Il devait être près de 2 heures du matin à ce moment-là. Je suis monté à l'étage pour chercher une salle de bain, mais elles étaient toutes occupées. La maison était étonnamment grande. Certes, c'était probablement l'alcool, mais je me perdais littéralement, titubant dans le labyrinthe de couloirs là-haut. Après avoir atteint le dernier étage, j'ai trouvé une porte menant à ce qui semblait être un grenier ou une pièce de stockage. Désespéré de trouver un peu d'intimité, je me suis dit que c'était un endroit aussi bon qu'un autre pour me ressaisir. J'ai tâtonné à l'aveugle à la recherche de l'interrupteur, mais il n'y en avait pas. C'était définitivement un grenier ou quelque chose du genre, car il y avait aussi de la poussière partout. Il y avait une fenêtre dans le coin le plus éloigné que j'ai ouverte, permettant à la fraîche brise nocturne de me submerger. Pendant une bonne minute, j'ai sérieusement envisagé de vomir sur le toit. La brise a cependant quelque peu guéri ma nausée, alors j'ai simplement gardé la tête penchée hors de la fenêtre. Il faisait sombre dehors, et le calme offrait un contraste rafraîchissant avec le chaos bruyant du rez-de-chaussée. Parfois, tout ce dont on a besoin pour retrouver la paix intérieure, c'est une douce brise et un peu de tranquillité. Juste au moment où j'allais fermer la fenêtre et redescendre, j'ai entendu un bruit faible, des pas sur les tuiles du toit. Ça n'avait aucun sens pourtant. Étais-je en train de devenir fou ? Curieux, je suis sorti sur le toit. En toute honnêteté, il y avait probablement 0% de chance que je fasse ça si j'avais été sobre. Je me suis lentement redressé et j'ai regardé autour de moi. Au clair de lune, j'ai vu quelque chose de terrifiant. Il y avait 2 silhouettes masquées avec des sacs qui émergeaient d'une autre fenêtre. Ça m'a frappé. La maison de Randy était en train d'être cambriolée. J'ai commencé à paniquer. Devais-je crier, les confronter ? Puis une question plus urgente m'a traversé l'esprit. Et s'ils étaient armés ? Dans mon état maladroit d'incrédulité, j'ai glissé et heurté assez bruyamment l'une des tuiles. L'un des cambrioleurs l'a entendu et a brusquement tourné la tête dans ma direction. Nos regards se sont brièvement croisés et je me suis figé. Il a donné un coup de coude à son complice et tous deux ont rapidement commencé à se diriger vers moi en traversant le toit. L'adrénaline me parcourait le corps. Je ne pouvais pas les laisser s'échapper. Randy avait été si accueillant et je ressentais un élan de loyauté. Je décidai d'agir. Je suivis silencieusement les cambrioleurs sur le toit, gardant une distance de sécurité. Ils se dirigèrent vers une partie en pente du toit pour une fuite plus facile. Alors qu'ils descendaient, je sortis mon téléphone pour composer le 112, mais je le fis tomber dans mon état d'ébriété. Le téléphone claqua bruyamment et le cambrioleur se retourna brusquement. « Qui est là ?» siffla l'un d'entre eux. Le cœur battant, je me baissai et scrutai les alentours, repérant une tuile de toit détachée. Sans réfléchir, je l'attrapai et la lançai dans leur direction. Elle les manqua, mais le bruit les surprit, faisant perdre l'équilibre à l'un d'eux. Il dégringola du toit, s'écrasant dans la gouttière avant de tomber au sol. L'autre cambrioleur, maintenant paniqué, bondit sur un arbre voisin et dégringola. Je me précipitai au bord du toit et vis le cambrioleur tomber qui gémissait par terre. Je devais alerter tout le monde. Alors que je me retournais pour repartir, j'entendis des sirènes. Quelqu'un d'autre avait dû appeler la police. Je suis redescendu en titubant de la pièce du grenier et j'ai fait mon chemin vers le rez-de-chaussée, essayant d'avoir l'air calme. La fête battait encore son plein, inconsciente du drame qui se déroulait dehors. J'ai trouvé Randy en train de rire et de bavarder avec les invités. « Randy, tu dois appeler la police. Il y a eu un cambriolage. J'ai vu le voleur sur le toit, dis-je. » Le visage de Randy passa de l'amusement à la stupéfaction. « Tu es sérieux ?» dit-il en se précipitant pour passer l'appel. J'expliquai ce qui s'était passé. L'ambiance de la fête passa de la célébration à l'inquiétude.
Apparemment, l'un des voisins de Randy avait déjà, par coïncidence, appelé la police pour déposer une plainte pour tapage nocturne, ce qui était un revirement de fortune incroyablement ironique. À leur arrivée, j'ai raconté mon histoire, les conduisant jusqu'au cambrioleur blessé. L'homme a été arrêté, mais son complice avait pris la fuite. La fête s'est terminée brusquement. Les gens ont commencé à se disperser et les lumières ont été allumées. J'ai fait de mon mieux pour avoir l'air sobre, mais même après tout ce qui s'était passé, je trébuchais encore un peu. Randy m'a remercié avec profusion, toujours incrédule. Quant à moi, j'étais simplement heureux d'avoir pu aider, malgré les circonstances bizarres et terrifiantes. En y repensant, je ne peux toujours pas vraiment expliquer pourquoi les cambrioleurs auraient choisi de cambrioler une maison où se déroulait une fête, mais peut-être avaient-ils une connaissance préalable de la maison et savaient que personne ne serait à l'étage. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, mais quelques mois plus tard, j'ai une sacrée mise à jour à vous raconter. Je jouais aux jeux vidéo chez Philippe un soir quand il a reçu un appel de Randy qui nous a invités à venir boire quelques bières. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment réalisé qu'ils étaient si proches tous les deux. La première chose que j'ai remarquée en arrivant devant la maison de Randy, c'est que la porte d'entrée et toutes les fenêtres visibles étaient complètement différentes. Est-ce que je ne me souvenais pas bien de sa maison ? J'aurais juré que les vitres de la porte d'entrée étaient blanches, mais elles étaient toutes grises et avaient l'air beaucoup plus robustes. Randy nous a fait signe d'entrer et nous sommes descendus dans sa cave. On a décapsulé quelques bières et on a commencé une partie de billard. À ma grande surprise, il m'a effectivement reconnu de la soirée et m'a encore remercié pour mon aide. Mais ce qu'il nous a raconté était vraiment dingue. Apparemment, le cambrioleur que la police avait attrapé cette nuit-là avait refusé de dénoncer son complice et purgeait actuellement une longue peine de prison. La police n'avait cependant pas réussi à obtenir d'indices pour attraper l'autre individu. Randy nous a raconté que moins d'une semaine après l'incident, sa famille avait commencé à recevoir des lettres de menaces d'un expéditeur inconnu, dont certaines contenaient des photos de Randy et des membres de sa famille. Évidemment, ils avaient signalé ces événements, mais la police n'avait aucune piste concrète. Un mois après cela, la mère de Randy remarqua un véhicule suspect qui tournait autour de la maison vers 1h du matin. Et quelques jours plus tard, le père de Randy affirma que des objets dans leur jardin avaient été fouillés et déplacés. En réaction, le père de Randy, Ed, renforça la sécurité de leur maison et alla même jusqu'à remplacer et consolider toutes leurs portes et fenêtres. J'étais sous le choc. C'était toujours un problème en cours pour Randy, et je n'avais aucune idée à quel point une situation comme celle-ci pouvait devenir grave. L'été approche à grands pas, et je suis sûr que j'aurai une nouvelle mise à jour quand je reverrai Randy.